monde, bienvenue à ce nouveau podcast du Dr. Kin. Aujourd'hui, cheat meal, cheat day, journée de triche en bon français, phénomène de plus en plus populaire, de plus en plus affiché ouvertement. Comportement aussi qui est très étroitement associé au milieu du fitness. Puis je dirais que le milieu du fitness maintenant, c'est littéralement fondu avec Instagram. Et on retrouve vraiment beaucoup d'informations, ou je devrais dire de mise en marché, de publicité associée au repas de triche, au cheat meal, sur ce réseau social-là principalement. Donc Instagram, vraiment, il y a beaucoup de choses. Euh, D'emblée, je voudrais commencer avec une petite statistique. Là. Une étude s'est penchée un peu sur ce phénomène-là du cheat meal, cheat day. Et puis, uniquement sur Instagram, ils ont recensé plus d'1,6 million d'images associées à cheat meal, cheat day. Et donc, c'est assez impressionnant comme quantité d'images là-dessus. Puis, ils ont sorti aussi quelques statistiques par rapport à ça. Des statistiques très intéressantes, des données, moi, j'ai vraiment trippé là-dessus. Entre autres, ils ont remarqué que parmi ces 1,6 million d'images-là associées au cheat meal, il y en avait une très grande quantité qui présentait une orgie de calories, donc une quantité industrielle de calories. Donc ça, c'était plus de 55%. Ensuite de ça, les aliments qui étaient présentés, dans plus de 71,3% des images, c'était des aliments qui étaient extrêmement riches en calories. Et là, on parle d'une compilation de calories par image entre 1000 et 9000 calories. Donc, pour un seul repas, une seule ingestion, on avait entre 1000 et 9000 calories là, présentées dans l'image. Également, c'était associé dans près de 60% des images à un physique très musclé, un physique athlétique, et qui était volontairement mis en évidence. En bon québécois, les gens étaient en chess. Et ça, c'est environ 40% des images. Donc ça, c'est les statistiques de ce que visuellement on peut voir là, dans tout ce qui est le cheat meal, cheat day. Oui, Jonathan, on peut dire ouch. Je ne m'attendais pas à autant que ça. Tu sais, je ne suis pas omniprésent sur Instagram. De temps en temps, tu sais, je vois des choses passer, puis je me dis, bon, ok, c'est correct. Mais de constater que, il y a une étude, il y a un groupe de recherche qui ont pris le temps de se pencher là-dessus, qui ont fouillé ça, puis quand tu dis qu'on compile à peu près plus qu'1,6 million d'images, c'est énorme. Là. Pour faire un mauvais jeu de mots avec la bouffe, c'est gargantuesque. Là. C'est vraiment quelque chose qui est un phénomène qu'on ne peut plus nier. Donc, c'est plus quelque chose qui est marginal, c'est plus quelque chose qui est uniquement associé au milieu du fitness, c'est-à-dire que le soir d'une compétition, après la compétition, on va se gaver. C'est beaucoup plus proche maintenant du commun des mortels, des gens qui s'entraînent. Alors, je ne veux pas dire que c'est inquiétant, mais c'est un phénomène qui est à considérer, puis c'est particulier, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'encourager. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont prêter des propriétés ou des vertus bénéfiques à ça, d'un point de vue métabolique ou physiologique, et aussi d'un point de vue psychologique. Alors, avant de continuer, je vous rappelle que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, allez-y, écrivez-moi, ça me fait plaisir d'inclure votre commentaire, votre question, toujours en fonction de la pertinence. Et euh, on n'hésite pas pour échanger, puis ça me fait plaisir là, de partager les infos avec vous, donc n'hésitez pas. Alors, donc, ces fameux cheat meals-là, cheat day-là, c'est vraiment quelque chose qui a... bon, moi, ça fait des années là, il y a des années, j'ai traîné dans le milieu du fitness. Je suis beaucoup dans le milieu de la gestion de poids et c'est fréquent que les gens vont me parler de ça. J'avais déjà parlé dans un précédent podcast brièvement que juste l'appellation jour de triche ou cheat day, cheat meal, moi à la base, j'étais contre ça parce que c'était pas des bons termes. C'est pas tricher, c'est vraiment prendre un moyen détourné, parfois illégal, pour arriver à tes fins.
Tricher, c'est quand tu cours le marathon de Montréal, tu prends le métro, puis tu descends une station plus loin qui te fait sauver 25 km. Ça, c'est tricher. Tu te facilites la vie avec un moyen détourné. Les repas triches, c'est pas ça que ça fait, c'est que ça a tendance à plus t'éloigner en réalité de ton objectif. Ça facilite pas l'atteinte. Si ton objectif, c'est d'avoir une meilleure composition corporelle, mais le fait d'avoir des épisodes de gavage alimentaire comme ça, c'est pas ça qui te rapproche d'une certaine stabilité nécessairement. Donc, moi, le terme triche, je ne suis pas un fan de cette utilisation-là dans ce contexte-là, mais pour que tout le monde comprenne, bon, je vais utiliser le terme triche ou cheat comme tel pour le podcast, mais il faut savoir qu'à la base, là, il y a un problème là, dans la nomenclature, dans les appellations qu'on donne. Ensuite, donc comme je le disais, on prête des propriétés métaboliques, des propriétés physiologiques, psychologiques, donc beaucoup de bienfaits à ça. Si on regarde le parcours typique d'un individu qui va suivre le principe du cheat meal, cheat day, bien, on va faire attention, on va suivre un régime alimentaire très strict, on va faire preuve d'une grande discipline, tant au niveau nutrition qu'au niveau exercice. Et j'insiste sur le terme exercice, donc entraînement, pas nécessairement activité physique à l'extérieur de l'entraînement. Puis ça, je vais revenir faire un crochet avec ça par la suite. Alors, on se ramasse à avoir des gens qui sont extrêmement disciplinés durant 5 jours du lundi au vendredi. Puis la fin de semaine, ben là, on se permet un cheat day, un cheat meal pour refaire notre niveau d'énergie, pour un peu se récompenser d'avoir été si discipliné, puis faire sortir un peu de vapeur là, pour être capable de reprendre le collier, puis travailler très fort à partir du lundi suivant et continuer à se rapprocher de ses objectifs. Je suis allé fouiller un peu là, sur différents sites d'adeptes, de fervents utilisateurs du cheat meal, donc plusieurs entraîneurs de fitness qui expliquent pourquoi ils font ça, puis qu'est-ce que ça donne. Et puis, bon, ils ont cité, il y en a certains qui c'était bien fait. Je dois dire, j'étais épaté parce que sur les sites, on citait des références scientifiques. Donc, on disait, par exemple, que le fait de faire un cheat day, ça permettait de stimuler le métabolisme puis d'augmenter la dépense énergétique. Boum, une référence. Parfait, je suis allé voir la référence. Puis quand on regarde la référence comme telle, c'est pas tout à fait ça que ça dit. Puis quand on regarde les processus de réalimentation, donc lorsque quelqu'un est malnutri ou a des carences énergétiques importantes, ça peut être le cas de quelqu'un qui s'entraîne puis qui suit une diète très très stricte, ben on se ramasse à voir que quand on réalimente, le métabolisme de repos, il remonte, mais dans les études qui sont mises en référence, le métabolisme de repos, il remonte lorsque le poids remonte. Donc, c'est sur un effet un peu plus prolongé que, par exemple, 24 heures. Donc, si on fait un cheat day, puis on dit, ben, ça va booster mon métabolisme, si le poids ne change pas, il y a très peu d'effet. L'autre effet qu'on observe, ça peut être une élévation de la dépense énergétique, légèrement de la thermogénèse alimentaire, parce que si on fait un gros repas très riche en calories, on va avoir un peu plus de gaspillage en termes de dépenses énergétiques pour la digestion. Donc, les gens disent, bon, ça y est, c'est vrai, ça marche, on va dépenser plus de calories, mais c'est très négligeable. Ça se compte en quelques calories. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va faire en sorte que votre métabolisme va être restimulé, puis vous allez dépenser 200-300 calories de plus, soit à digérer, soit à rien faire au repos. C'est beaucoup moins que ça. Quand on fait les calculs, ça donne entre 5 et à peu près 60 calories de bonus qu'on peut avoir suite à une réalimentation à très court terme sur 24 heures, et ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Donc, mettons que je vais être généreux, puis je vais dire une centaine de calories. Fait qu'on retient ce chiffre-là, 100 calories, puis après ça, on va voir comment faire le total. Là, on n'est pas au bout de nos peines pour faire nos comptes. Alors, donc, l'aspect booster le métabolisme, stimuler le métabolisme, je ne veux pas dire qu'on oublie ça, mais pratiquement, ça a vraiment peu d'effet. Alors, si on fait ça dans le but de stimuler le métabolisme, ça ne vaut tout simplement pas la peine. Il y a potentiellement beaucoup plus d'inconvénients que de bénéfices à faire ça. Donc, pour la dépense énergétique, de la digestion puis du repos, ce n'est pas réellement quelque chose qui va avoir un effet significatif là, pour une personne.
Ensuite, on parle d'un aspect plus hormonal. Donc, il y a plusieurs sites qui vont sortir la leptine, d'autres sites qui vont parler aussi de la ghrelin. Donc, c'est un peu des hormones. La leptine, c'est une hormone, une adipokine, donc une hormone du tissu adipeux. C'est une hormone super intéressante qui a beaucoup de fonctions messagères, donc qui va communiquer avec beaucoup de différentes structures dans l'organisme. Puis, on découvre encore ses effets, mais certains de ces effets connus sont sur la régulation de la dépense énergétique via le métabolisme de repos principalement et sa régulation de l'appétit. Donc, la leptine, ça va avoir un effet pour stimuler la faim ou inhiber la faim, principalement en fonction des réserves de gras qu'on a. Ensuite, ça va être aussi influencé par notre équilibre énergétique. Donc, plus mes réserves de gras diminuent, plus j'ai un déficit énergétique important, plus la leptine va avoir tendance à stimuler l'appétit pour me dire que j'ai faim. Alors ça peut être difficile à gérer pour quelqu'un qui veut perdre du poids, qui s'y donne vraiment une grosse diète restrictive la semaine, beaucoup d'exercices d'entraînement la semaine. Puis là, la leptine est dans le tapis, on a un appétit qui ne se peut plus, et on arrive la fin de semaine, et là, on fait une orgie alimentaire, et on se ramasse à augmenter la leptine, et ça va réduire notre appétit. C'est super. Et là, on sort des chiffres, on dit que c'est 30%, puis grosse augmentation, puis je suis allé fouiller, je ne suis pas un spécialiste de la leptine, je suis loin d'être un fan des hormones, puis adipokine et compagnie, mais bon. Fait que je suis allé fouiller un petit peu pour voir, c'est quoi des niveaux de leptine à peu près normaux. Et la leptine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un aspect au niveau de la production de cette adipokine-là, de cette substance-là, puis il y a un effet aussi, un aspect au niveau de notre capacité à répondre aux messages. Donc, il y a des récepteurs et il y a une production de la substance comme telle. Donc, on peut avoir une grande quantité de leptine en circulation, mais ça se peut que cette grande quantité de leptine-là ne soit pas reçue, ne soit pas captée par les récepteurs et on n'a pas l'effet escompté. Le plus bel exemple de ça, c'est que des niveaux de leptine, plus la leptine monte normalement, plus l'appétit va être bien régulé. Donc, quand la leptine va diminuer, ça va être plus difficile de réguler l'appétit. Alors, on remarque chez les personnes obèses qu'il y a des niveaux de leptine super élevés. Donc, le problème, ce n'est pas la production de leptine, c'est juste que à des hautes concentrations, la leptine ne passe plus la barrière encéphalo-crânienne. En tout cas, elle ne se rend plus au cerveau. Et ça, c'est problématique. On parle un peu d'une résistance à la leptine. Donc, chez quelqu'un qui va faire un cheat day, chez quelqu'un qui va arriver comme ça, puis qu'on va augmenter de beaucoup la sécrétion de leptine, si la personne est déjà résistante à la leptine, si on prend quelqu'un, par exemple, qui souffre d'obésité, qui a déjà une bonne quantité de leptine, mais que les récepteurs, ça ne marche pas, l'effet sur la régulation de l'appétit, ça risque d'être moins important. Donc, ça risque d'avoir un effet moins probant sur la régulation de l'appétit. Même si on augmente la concentration de leptine de 30%, ça n'aura pas l'effet escompté sur notre appétit. Donc, l'autre chose, après ça, quand on regarde les chiffres, il faut regarder de combien ça diminue la leptine, puis aussi à partir de combien ça devient problématique. Donc, à partir de quelle concentration de leptine on ne se peut plus tellement on a faim. Je n'ai pas trouvé précisément l'information, mais pour vous donner une idée, pas besoin des unités, mais juste on va avoir un ordre de grandeur. Là. Si on prend une personne de poids normal, on va observer une concentration de leptine d'à peu près 21 unités. Si on prend une femme qui souffre d'anorexie, qui est vraiment en phase là, de poids réduit, on va avoir une concentration de leptine à peu près à 6 unités. Une personne obèse, on peut monter à 30, 40, 50 unités. Lorsqu'on est en haut de à peu près 25 unités, de ce que j'ai lu, c'est là que ça commence à moins bien passer vers le cerveau, donc ça peut moins rejoindre les structures qui vont réguler l'appétit. Donc, si j'ai déjà un niveau de concentration de leptine très élevé, que parce que je fais une diète très sévère, ça diminue, si je l'augmente de vraiment beaucoup, c'est pas nécessaire, c'est pas systématiquement que ça va gérer mon appétit puis que ça va me permettre de mieux me contrôler par la suite puis de mieux tolérer la diète qui va recommencer la semaine suivante. Donc, les chiffres au niveau de la leptine, si on regarde là, maintenant, si on prend quelqu'un qui va faire
une restriction calorique très importante pendant une période prolongée. Donc, on parle de à peu près 6 mois de restriction calorique assez sévère, donc presque 1000 calories de déficit, là, ou à peu près, on se ramasse à avoir des valeurs à peu près à 7 unités de leptine. Fait que là, les gens disent, ben tu vois, quand tu es en restriction calorique, ça vaut la peine de faire un cheat meal parce qu'on va augmenter de 30%. OK, mais le 7 unités, là, c'est pendant 6 mois qu'on atteint ça. La diminution est progressive. Le fait d'avoir une journée par semaine de réalimentation, là, ça n'a pas un impact sur la leptine de façon chronique ou de façon prolongée. Et à ça, il y a même un des entraîneurs sur Internet dont je suis allé lire le site qui... mais comment les gens mesurent-ils leur leptine? Il y a plusieurs façons. Ça va être un dosage sanguin. Donc, on va mesurer la quantité de leptine qui est en circulation dans le sang. Donc, ça prend une prise de sang. C'est pas un test avec une languette, c'est pas en regardant la couleur des yeux ou en mesurant là, les cheveux. C'est vraiment avec une prise de sang qu'on va mesurer les concentrations de leptine. Et ensuite de ça, de ce que j'ai compris aussi, il y a différents moments que ça peut être plus ou moins favorable. Donc, il faut faire attention, il y a un certain contexte à cette prise de sang-là. Alors, ce qu'on observe maintenant, c'est l'entraîneur en question disait que ça a été démontré dans la littérature scientifique que les gens qui faisaient une restriction calorique en continu versus ceux qui faisaient des cheat days avaient une moins grande réduction de la leptine. Donc, c'était moins problématique quand ils faisaient des cheat days. Fait que j'ai fait cool, ça c'est l'article que je vais utiliser pour mon balado. Puis, ben, je suis allé lire l'article et c'est pas ça que l'article parle. Il parle pas de cheat day. Il parle de gens qui ont eu une restriction calorique constante. Donc, à tous les jours, tu es en restriction calorique. Et des gens dont on avait certains jours une restriction calorique et d'autres jours, on mangeait en fonction des besoins. Donc, on était en équilibre énergétique. C'était pas un binge. C'était pas je vais me taper 9000 calories d'ailes de poulet, de liqueur, d'alcool, etc. C'était, par exemple, une journée, je vais manger 1000 calories. L'autre journée, mes besoins estimés sont à 1800 calories. Mais cette journée-là, je vais consommer 1800 calories. Alors, on a remarqué que les gens qui faisaient ça avaient une moins grande perturbation au niveau de la leptine. C'est pas du tout un cheat day ou un cheat meal. C'est pas du tout la même chose. C'est pas un épisode de gavage. C'est juste qu'on va avoir restriction, pas de restriction. Pas de suralimentation comme les cheat days vont être. Alors, la plupart des arguments jusqu'à présent en faveur du cheat day, ben, ça ne tient pas la route physiologiquement parlant, métaboliquement parlant. Ça fonctionne. C'est pas ça qui fait que ça marche ou ça marche pas. Mais le métabolisme, la dépense énergétique, c'est négligeable. La leptine, c'est pas démontré que ça a un effet. Puis si les concentrations de leptine augmentent trop, ben, ça sert à rien non plus. Puis en plus, la leptine, c'est un messager parmi tant d'autres. C'est une autre chose avec les hormones, on a tendance à avoir une vision tunnel un peu, de voir une hormone, voir qu'est-ce que ça fait, mais les hormones, ça s'inscrit dans un labyrinthe, dans du filage épouvantable. C'est vraiment complexe les interactions qu'il va y avoir. Donc, on ne peut pas vraiment arriver avec une hormone puis dire ça fait ça. On ne peut pas dire la leptine, là, c'est l'hormone qui régule l'appétit parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Un autre argument en faveur du cheat day, c'était on va renouveler les réserves de glycogène. Comme ça va être favorable pour la récupération. Excellent, parfait. Si on regarde la teneur des aliments qui sont consommés, puis le type de repas qui est consommé, c'est surtout des aliments qui ont tendance à être gras, riches en protéines aussi. Puis, dans les photos également, pour en avoir vu quelques-unes, il y a souvent beaucoup d'alcool. Alors là, on se ramasse à avoir une triple problématique, une double problématique. Donc, on a la problématique que, ben, il n'y a pas tant que ça de glucides qui vont rentrer. Le moment où les glucides rentrent, bien souvent, le cheat day, c'est une journée de congé niveau entraînement. Donc, ce n'est pas cette journée-là que les réserves de glycogène vont être les plus hypothéquées. Et ce n'est pas non plus cette journée-là que le muscle va être le plus sensible aux glucides parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement ou d'activité physique importante. Alors, le fait de consommer des glucides, notre capacité à renouveler du glycogène, ne sera pas nécessairement optimale. Donc,
c'est pas la meilleure chose. Si j'avais un athlète d'endurance entraîné, c'est pas dans sa journée de congé que je vais lui donner un maximum de glucides pour refaire ses réserves de glycogène. Le muscle il va se saturer assez rapidement puis il ne captera pas. L'autre problème qu'on a, c'est la consommation d'alcool. Donc la consommation d'alcool, ça peut perturber un peu notre capacité à refaire nos réserves de glycogène. Donc pour le renouvellement des réserves énergétiques sous forme de glycogène, ça aussi, c'est pas gagnant-gagnant encore comme stratégie comme telle. Donc on se ramasse à avoir de moins en moins d'arguments en faveur de ça. Un autre élément qui est mis de l'avant, c'est que ça permet de relâcher. Ça permet de faire sortir la pression un petit peu puis d'éviter de casser parce que la diète est trop sévère. Bien, ça, si on a un athlète, puis mettons j'entraîne quelqu'un, puis cette personne-là, elle pousse, elle s'entraîne super fort, puis elle est sur le bord de casser, là. Elle est épuisée constamment, puis elle pousse super fort. C'est pas en lui donnant une journée de congé que je règle la problématique. Cet athlète-là, il faut que j'apprenne à doser son effort, à travailler avec juste assez de sollicitation pour maximiser les gains et non pas s'entraîner pour créer de l'épuisement. Le but de l'entraînement, c'est pas de s'épuiser. Le but de l'entraînement, c'est de maximiser les adaptations. Pour maximiser les adaptations, l'épuisement, c'est pas tout à fait un passage obligé. Donc, il faut créer, il faut perturber l'homéostasie, il faut exiger à l'organisme des choses qui ne sont pas capables, mais d'arriver avec un entraînement qui est trop exigeant, on se ramasse avec des blessures d'usure, avec de l'abandon. Donc, le problème sur le strict trop important, c'est un petit peu ça, c'est que au niveau nutritionnel, c'est la même chose. Les gens, si la diète, ça prend tout leur petit change pour la suivre pendant 5 jours, puis le 6e jour, ils explosent, sinon ils ne sont plus capables de continuer, c'est pas viable. Donc, dans le milieu du fitness, ça marchait en préparation pour une compétition. Puis on le voyait, je compte une anecdote de fitness d'il y a plusieurs années, dans les années 2000. En compétition avec quelques-unes de mes athlètes, puis une compétition niveau très relevé, c'était pas facile. Puis mes athlètes se sont fait planter. Là. Le top 3, là, les filles, les 3 premières, c'était impressionnant, là, c'était solide. Celle qui a fini en premier, là, c'était wow, c'était vraiment là, chapeau. Là, si cet athlète-là était propre, pas dopé, là, c'était exceptionnel comme physique. Il y avait une autre compétition, peut-être 2 ou 3 semaines après. Puis moi, mes athlètes, ils ressortaient encore à cette compétition-là. On espérait de faire mieux, puis go, go, go. Et il y a une fille qui me croise dans le corridor, puis qui me dit bonjour, tu sais, puis qui me dit j'ai apprécié votre commentaire quand vous m'avez dit que j'avais bien fait à la dernière compétition. Moi, je regarde la fille, puis je suis là, OK. Là, dans ma tête, c'est bon, cette fille-là, c'est genre la sœur d'une des filles qui compétitionnait, c'est l'entraîneur d'une des filles qui compétitionnait. Je me souviens pas avoir félicité cette personne-là, tu sais. Je prends un petit peu de recul, je la regarde et je réalise, c'était celle qui avait fini première. Je la reconnaissais pas parce que ses cheveux étaient pas faits, pas parce qu'elle était pas maquillée. Elle devait avoir facilement 10-15 livres de plus, le visage rond, était aucunement prête à aller sur scène aujourd'hui. Là, on oublie ça. Cet athlète-là, on a fait quelque chose d'hyper strict pendant je ne sais trop combien de temps. Puis après ça, ça a été le relâchement complet. On a bingé, on a gavé. Et ça entraîne que le physique, c'est pas soutenable. Et lorsqu'on veut avoir une perte de poids, puis qu'on va avoir un physique, je vais utiliser le terme optimal que je vais mettre en guillemets, ça prend quelque chose sur le moyen et long terme. C'est pas un moment, c'est pas le jeudi soir à 19h57 qu'on va avoir ce physique-là. On va essayer de le maintenir pour une période durable. Là. On veut que ça soit sain, équilibré. Donc, on veut jouer sur toutes nos variables pour qu'on soit capable de maintenir ça puis qu'on se sente bien là-dedans. Le problème, c'est quand c'est trop restreint, on ne peut pas maintenir, on ne peut pas arriver à cet équilibre-là. Et c'est pas vrai qu'avec un binge, on vient créer un équilibre.
C'est pas parce que je suis hyper strict, hyper restrictif la semaine, puis que je me permets la fin de semaine, que ça équilibre les choses. C'est pas ça que ça fait, c'est que ça fait une spirale de déséquilibre qui nous pousse dans un peu un engrenage qui va faire en sorte que ça va être de plus en plus difficile de maintenir une certaine stabilité au niveau du poids, une certaine stabilité au niveau de l'activité physique sur 24 heures, puis aussi une stabilité au niveau nutritionnel. Ben, c'est exactement ça, Jean-Philippe. C'est pas les diètes, mais c'est un mode de vie équilibré. Puis équilibré, ben, dans le cas de la nutrition, de l'activité physique, c'est pas que la moyenne est constante. C'est qu'on a le moins d'écart par rapport à notre moyenne. Donc, un mode de vie équilibré en termes de nutrition et d'activité physique, c'est quelqu'un qui mange à peu près toujours les mêmes quantités, qui n'a pas des écarts tant que ça vers le haut ou vers le bas. C'est quelqu'un qui a à peu près la même dépense énergétique en activité physique d'une journée à l'autre. Ça fluctue, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, mais on est toujours très proche de la moyenne. Plus on a des écarts importants, plus on se ramasse à avoir une certaine problématique au niveau de la capacité à maintenir le poids perdu ou encore tout simplement perdre du poids. Alors, le fait de binger, ça accentue cet écart-là. Donc, si je vais consommer 7-8 000 calories en un seul repas, puis que le reste de la semaine, je mange 800 calories, bien, l'écart entre les deux, là, ça rend ça extrêmement difficile à stabiliser mon poids ou à maintenir une perte de poids. Alors, le binge là-dessus, c'est un peu une illusion de dire ça nous permet de soutenir, de conserver la discipline la semaine, puis de se permettre des écarts, puis continuer à vivre. Bien, on devrait continuer à vivre 7 jours. Et c'est là qu'il faut se poser la question. J'en reviens encore avec les exemples d'athlètes qui me disaient moi, tu peux me donner une diète super stricte, mais euh, tu ne me couperas pas mon vin. Tu sais, moi, il faut que je prenne mon vin. Tu sais, mon petit verre de vin samedi soir, c'est super important. À date, là, je me souviens pas avoir eu des athlètes qui prenaient un verre de vin la fin de semaine, c'est-à-dire une coupe qui se remplissait une fois. Je connais pas grand monde qui font ça. La plupart du temps, c'est tu bois du vin et si vous êtes deux, c'est fort probablement la moitié de la bouteille qu'on va se taper. Donc, c'est de voir est-ce que cette quantité-là d'alcool est acceptable, est-ce que c'est quelque chose qu'on gère, qu'on tolère, est-ce que c'est ce qu'on veut, est-ce que, moi, ça me fait toujours un peu sourciller quand les gens disent ben j'en ai besoin. De l'alcool, ça répond à aucun besoin physiologique. Si vous avez besoin de l'alcool, ben moi je me poserais certaines questions. Est-ce que je suis bien dans cette relation-là avec cet aliment-là? Parce que c'est particulier, je n'ai besoin. Il n'y a personne qui a besoin d'alcool pour vivre. L'être humain peut s'en sortir sans ça. Alors, c'est vraiment d'essayer de rééquilibrer au niveau de la bouffe, de se rapprocher, d'avoir des écarts moins grands. Puis, c'est pas de chercher à être strict, c'est de chercher à être conséquent avec notre mode de vie côté activité physique. Si vous êtes extrêmement sédentaire, bien, mangez beaucoup, bien, votre corps va s'adapter puis il va prendre du poids. Donc, c'est un élément qui est vraiment à considérer. Puis après ça, bien, ça demeure un choix. Donc, Vincent qui dit question psychologique, as-tu trouvé les études qui critiquaient et analysaient cette méthode? Oui, il y a quelques références là, là-dessus. Je pourrais éventuellement envoyer là, les liens pour les articles. Entre autres, ça parlait qu'il y avait un fort soupçon que cette méthode-là encourageait un trouble de comportement alimentaire ou était associé à un trouble de comportement alimentaire qui était présent. Puis quelque chose de vraiment intéressant, entre autres, là, si on rentre un peu dans la psychologie, dans une des études, ils ont remarqué que chez les jeunes de 20 ans à peu près, là, moyenne d'âge 19 ans, 89,1%, ça c'était aux États-Unis, 89,1% avaient déjà fait un cheat meal. Donc, c'était une habitude qu'ils avaient déjà fait, là, un épisode de gavage nutritionnel, peu importe la raison. La plupart du temps, c'était parce qu'ils suivaient une diète stricte, puis là, c'était une forme d'échappatoire. Et chez les hommes, c'était fortement associé à la présence d'un trouble de comportement alimentaire. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant que ça ne ressortait pas chez les femmes, mais ça ressortait chez les hommes. Donc le fait de faire des cheat meals,
Là, c'est l'œuf ou la poule un peu. Est-ce que c'est parce qu'il y avait présence d'un trouble de comportement alimentaire qu'on a adopté cette stratégie nutritionnelle-là, ou c'est la stratégie nutritionnelle qui a encouragé ou qui a initié là, la dérape vers le trouble de comportement alimentaire? Mais c'est assez particulier. Moi, d'habitude, c'est plus associé aux femmes, puis je m'attendais à ce que ça ressorte. Puis finalement, c'était majoritairement les hommes là-dessus. Alors, moi, ça me semble problématique, ça me semble quand même, moi, j'irais même dire jusqu'à inquiétant. Puis, Jean-Philippe, pour faire un lien avec ce que tu dis, quand j'ai le goût d'un cheat meal, je m'entraîne plus fort avant. Mais cette forme de compensation-là, il faut faire attention parce que ça aussi, ça peut s'en aller vers un trouble de comportement alimentaire. Donc, lorsqu'on va compenser avec de l'activité physique pour un repas, soit avant, soit après, il faut faire attention. Faut contempler la chose et prendre un certain recul, puis se poser des questions. Pourquoi je fais ça? Puis est-ce que si par exemple je ne m'entraîne pas, est-ce que je vais dormir pareil? Ou ça va être une source d'anxiété? Ou donc ça peut susciter une bonne réflexion. Donc, moi, je dirais ne pas prendre ça à la légère comme tel parce que c'est souvent banalisé, c'est même glorifié dans certains cas. Dans le milieu du fitness, c'est extrêmement glorifié. Là, ton cheat meal, plus tu te gaves, meilleur t'es. Là, le gagnant ou la gagnante d'une compétition, ben, c'est là où la personne qui doit manger le plus d'ailes de poulet ou qui doit gagner aussi un concours de bouffage de roteux puis de cheeseburger. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va ensemble nécessairement avec une discipline sportive. Donc ça, il faut être prudent. L'autre chose où je veux m'en aller avec ça, c'est que la plupart du temps, le cheat meal, cheat day, c'est aussi associé avec une journée de congé puis de récupération. Puis là, je me suis tapé en fin d'après-midi, j'ai ressorti un petit peu mes données. J'ai fouillé dans toutes mes données de mesure de dépenses énergétiques par accélérométrie. Bon, ça me rassure, Jean-Philippe. Donc, dans mes données d'accélérométrie, puis je me suis amusé à fouiller un petit peu, à regarder, moi, ce que j'appelle une journée hypokinétique. Donc, c'est une journée où ta journée de congé, dans le fond, où tu ne bouges pas. Là. La journée où tu vas binger des séries pour rester dans la thématique du gavage. Là. Tu vas t'écraser devant la télé, tu vas te taper des séries, puis c'est bien correct parce que tu l'as mérité, parce que toute la semaine, tu t'entraînes fort. Bien, dans mes données, là, cette journée moins active-là, en moyenne, là, sur à peu près 200 quelques individus, hommes et femmes mélangés, c'est à peu près 368 calories de moins que la moyenne. Donc, il y a une diminution d'à peu près 368 calories de dépenses énergétiques dans la journée de congé. Si on associe cette journée-là à une journée de cheat day, où est-ce qu'un repas va aller, mettons, entre 1000 et 9000 calories, là, toujours selon les photos, on va se ramasser avec une journée avec un méga surplus énergétique. Puis ce méga surplus énergétique-là, ben, ça peut facilement faire en sorte qu'on ne perd pas de poids et même qu'on engraisse. Pour vous donner une idée, l'étendue, donc dans mon échantillon, là, la journée la moins active, ça allait de juste 65 calories de moins de dépenses énergétiques. Ça, c'est la personne qui était extrêmement constante, fait que ça, c'est merveilleux. Et tenez-vous bien, la personne qui était vraiment la plus comateuse, léthargique, c'était 1344 calories de moins que sa moyenne. Donc, pas que sa journée la plus élevée. Donc, il y avait une diminution de 1344 calories sur 24 heures parce qu'elle ne bougeait pas. Fait que ça, c'est vraiment une mesure d'activité physique, là. C'est que je suis extrêmement sédentaire. Fait en moyenne, ben, c'est à peu près 368 calories de moins. Alors, si on combine ça là, avec des apports énergétiques trop importants, ça devient doublement problématique. Puis, ces fameuses journées hypokinétiques-là, ben, jumelé avec la suralimentation, ça peut avoir certains effets pervers. Entre autres, on fait ça pour récupérer, mais comme je mentionnais précédemment au niveau bouffe, la sélection des aliments là-dedans n'est pas nécessairement optimale pour la récupération et la réduction trop importante de l'activité physique sur 24 heures, ben, ça diminue un petit peu la quantité de contractions musculaires qu'on va faire dans la journée. Donc, c'est la base de l'activité physique. Et ça, ben, ça peut aussi perturber notre récupération. Fait que cette journée-là, dont l'objectif est de récupérer, décompresser, etc.,
alors, elle va peut-être aller même jusqu'à avoir l'effet contraire, c'est-à-dire que pas nécessairement nous permettre d'endurer la diète. Pourquoi? Parce que ben, on va se gaver, on va goûter à manger beaucoup. Donc le contraste avec le retour le lundi à la diète sévère, il va être plus marquant. Donc on va dire, quand j'ai mangé beaucoup, et là c'est vraiment... Tu sais, si je mange 9000 calories en un repas, retourner une diète de 1200 calories par jour le lundi, ça va être particulièrement difficile, là. Donc, ça va être dur. Le contraste, là, il fait mal. Donc, c'est fort possible qu'on ne se... On contribue pas à notre discipline, mais on contribue à se faire souffrance, à se rendre ça de plus en plus difficile. Côté activité physique, comme il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y a une augmentation là, assez importante. Je n'ai pas eu le temps de sortir les données exactes, mais il y a une augmentation pour le temps sédentaire, il y a une augmentation pour le temps assis. Bien, ça a un impact aussi sur notre récupération. Ça va diminuer, si on veut, l'activité du système nerveux, ça va avoir un impact sur la circulation sanguine, ça a un impact sur les contractions musculaires, il y en a moins. Les contractions musculaires, on sait maintenant que chaque fois qu'il y a des contractions musculaires, pas nécessairement à haute intensité, là, juste des contractions musculaires, ben, ça envoie des messagers qui vont permettre le remodelage musculaire, la récupération. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de maintenir un minimum d'activité physique. Fait que le patron de fonctionnement du cheat day, donc beaucoup de calories qui rentrent, peu d'activité physique, ça pourrait s'avérer complètement contre-productif, puis au final, être vraiment pas une journée de triche, mais une journée de déviance qui nous éloigne énormément là, de notre activité. Là. OK? Euh, donc, Jonathan, même techniquement, tu n'aurais pas le goût de manger. Ben, après un 9000 calories, si tu fais référence à ça, le 9000 calories puis le 1000 le lundi, là, peut-être que le lundi, si tu digères encore tes ailes de poulet, ça se peut que tu le toffes un peu mieux, mais le fait de tomber à moins, là, pour l'avoir essayé avec des gens, là, faire des journées contrastes, moi j'utilisais des journées contrastes là, pour que les gens constatent ce qu'ils mangeaient, si c'était beaucoup ou pas beaucoup. Par exemple, c'est quelqu'un qui me dit, ben, moi, je pense que je mange correct, je mange à ma faim, ben, on va essayer de manger 800 calories dans notre journée, on va voir qu'est-ce que ça a de l'air. Fait que la personne, elle mange 800 calories, puis elle trouve ça difficile. Puis après ça, elle dit, ben, maintenant, tu vas remanger ce que tu manges d'habitude. Puis les gens y arrivaient et disaient, ouf, ok, c'est beaucoup. Je pense que j'ai pas besoin de manger tant que ça. Donc moi, je l'utilisais à l'inverse. Mais là, quand tu parles de beaucoup à pas beaucoup, on peut supposer qu'on va avoir cet effet-là. Fait qu'il faudrait faire attention. Alexandre qui demande quelle est la bonne stratégie pour passer d'une période de grand déficit calorique qui a mené à une perte de poids importante et rapide pour ensuite ralentir la cadence, voguer vers une stabilisation du poids et certain. Augmentation des calories graduelle de semaine en semaine. Ben, on va supposer que c'est le cas. Là. Moi, de moins en moins, là, la restriction calorique sévère, je trouve que c'est quelque chose qui est gagnant. Là. Ça prend un contexte, je pense, très particulier pour que ça fonctionne de façon durable. Mais supposons qu'on a quelqu'un qui arrive et qu'il a fait une restriction calorique très importante, une grosse perte de poids. Après ça, il y a deux éléments à surveiller. Ben, faut que ce soit une réalimentation progressive, puis il faut s'assurer qu'il y a une augmentation progressive de l'activité physique. Donc, c'est les variables qu'il faut mesurer pour s'assurer, parce que si on réalimente, si on fait que réalimenter, ça ne veut pas dire que l'activité physique va augmenter, elle. Donc, on peut avoir des gens qui, lorsqu'on va couper les calories, la majorité des gens, il va y avoir une réduction de l'activité physique sur 24 heures. Le métabolisme de repos va avoir une diminution marquée, c'est obligatoire parce qu'on a perdu du poids. Après ça, quand on se réalimente, ben, si l'activité physique a diminué, elle ne remonte pas, ben, on va se ramasser à reprendre le poids. Donc, on va juste le reprendre. Si on a une réalimentation progressive, on va juste reprendre le poids progressivement. Donc, la réalimentation doit se faire conjointement avec une réaugmentation de l'activité physique sur 24 heures. Donc, cette augmentation-là, ce n'est pas uniquement à travers l'entraînement. Moi, j'aime beaucoup plus faire une augmentation de l'activité physique en dehors des entraînements et essayer de maintenir les entraînements relativement constants, puis là, dans le fond, dévouer leur vocation à l'amélioration des qualités physiologiques. Là. Donc, avoir une meilleure condition physique, être plus en forme, mais la régulation du poids,
selon moi, va passer à travers une augmentation de l'activité physique sur 24 heures dans la majorité des cas. Donc, la stratégie que j'irais recommander, c'est vraiment une réalimentation très progressive, puis diversifier les activités physiques. Prendre des marches, faire des rénaux, aller jouer avec les enfants dehors et non pas aller regarder les enfants jouer dehors. Donc, toutes ces petites choses-là, d'essayer de les augmenter et surtout de les quantifier pour s'assurer que ça augmente réellement. Parce que le plus gros piège qu'on peut avoir, c'est réalimenter en se fiant que la personne va augmenter sa dépense énergétique. C'est pas vrai qu'à l'entraînement, parce qu'on réalimente, la dépense énergétique va augmenter de façon suffisante pour contrebalancer les choses. C'est très, très rare que ça va arriver. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc, je ne me fierai pas par défaut là-dessus. Puis, c'est presque sûr que l'activité physique, elle ne remontera pas dans la journée juste parce qu'on réalimente. Donc, il faut que la personne ait des balises pour savoir si elle bouge plus effectivement ou si elle bouge moins. Donc, ça aussi, là, c'est un élément qui est super important. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus. Sinon, vous n'hésitez pas, allez-y. Alors, dans le fond, tout l'attrait du cheat day, moi je vous dirais, c'est un jeu extrêmement dangereux. Moi, je crois fortement que ça a tendance à encourager un mode de vie basé sur des symptômes de troubles de comportement alimentaire. Je pense pas que ce soit une aire d'aller qu'on veut prendre pour être sain, être stable. C'est vraiment chaotique. Si on veut, même si les gens disent non, non, c'est planifié les cheat days, on a le contrôle. Je suis loin d'être convaincu qu'on a le contrôle quand il y a il y a des cheat days. Là, ça encourage une dérape, entre autres parce que ça joue sur certaines hormones, certaines voies de gratification au niveau du cerveau. Donc, on vient ajouter à ça un aspect social, une certaine glorification sociale, une valorisation sociale à travers la suralimentation qui va être jumelée à un travail biochimique aussi qui va aller de pair avec ça. Fait qu'on on vient consolider un peu ou renforcer quelque chose qui tend vers un trouble de comportement alimentaire. Puis c'est pas quelque chose, dans le fond, qui procure suffisamment de bénéfices pour risquer ça. Puis là, je le sais qu'il y en a qui sont des mordus, là, puis des fans du cheat day, puis c'est donc important, là, pour avoir mis les pieds dans le milieu du bodybuilding pendant des années. Il y en a qui ne jurent que par ça, puis qui vont me traiter de tout et non, puis qui vont me dire que les autres, ça fait des années qu'ils font ça, puis que ça marche pour eux autres. Bien, la plupart du temps, les gens n'ont pas essayé autre chose. Ils n'ont pas essayé différentes stratégies. Puis, quand on est dans ce pattern-là, c'est très difficile d'en sortir. Très, 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 très difficile. Des athlètes en fitness, même après être sortis du mode compétition, après leur retraite, ça reste parfois ancré. Là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Jean-Philippe, plus on vieillit, plus c'est à éviter. C'est une excellente question. J'ai pas vu rien qui ressortait avec l'âge. Ce que j'ai vu, c'était surtout chez les jeunes. Le gros biais, ben, c'est entre autres, ils ont utilisé les réseaux sociaux. Donc, les gens de 70 ans et plus, j'ai l'impression que c'est plus rare sur Instagram, quoi qu'il doit sûrement en avoir, mais je ne veux pas faire de l'agisme. Mais la vague de cheat day, cheat meal, je pense que à grande échelle, c'est beaucoup plus chez les jeunes. Sinon, ben, ça va être quand même marginal. Ça devrait être les vieux bodybuilders ou les vieilles athlètes de figure, fitness et compagnie qui sont sur ce beat-là. Donc, c'est un faible pourcentage de la population. Donc, ça serait intéressant de voir l'impact chez les vieux bodybuilders qui ont fait ça. Ça serait super intéressant. Ben, tu vois, le ralentissement du métabolisme, avec l'âge, là, le ralentissement proprement dit, là, vraiment en fonction de l'âge, c'est, écoute, c'est 1%, 2%, c'est vraiment des peanuts, là, c'est vraiment pas grand-chose. La baisse du métabolisme, ça va venir avec le changement de composition corporelle qu'on observe en vieillissant. Donc la perte de masse musculaire, aussi la réduction de la taille de certains organes,
Donc, si tu pesais 70 kg à 20 ans, si tu pèses 70 kg à 70 ans, tu as probablement plus de gras, moins de muscles. Donc, ton métabolisme va être plus bas parce que ta composition corporelle est différente. Mais la diminution de l'activité du système nerveux, c'est quelques pourcents. Là. Il y avait une belle étude qui avait été faite là-dessus, là, puis on se rendait compte que c'était vraiment marginal comme impact. Fait que ça ne jouera pas. Tu sais, les quelques calories que tu vas perdre par jour, là, que tu ne dépenseras plus parce que ton métabolisme il est moins performant, ben écoute, si tu te clenches un 9000 calories en un repas, on oublie ça, là, ça change strictement rien. Donc, on n'aura pas, tu vas engraisser pareil, là. Sinon, les autres choses que je pourrais voir avec le vieillissement, c'est chez les personnes âgées, tenter quelque chose comme ça, ben, l'appétit a tendance à être moins important. Fait que ça serait plus se forcer. Le système digestif aussi, des fois, peut être un peu moins efficace. Donc, je m'attends à avoir certaines complications gastro-intestinales suite à ce type de repas-là. Donc, je vous dirais que ben, plus l'âge augmente, probablement que c'est une stratégie qui est de moins en moins intéressante. Là. Déjà que personnellement, c'est mon opinion, je trouve que c'est pas une stratégie intéressante du tout, jeune, moins jeune, médium, comme vous voulez. Là. Je trouve pas que c'est jouer sur un... C'est créer un faux sentiment d'équilibre puis un faux sentiment de contrôle. C'est se plonger dans un déséquilibre, c'est se plonger dans un écart très important. Et ça rend très, très difficile toute option de stabiliser le poids ou de favoriser une perte de poids. Là. Donc, plus ça va, puis écoute, je vous le prédis, là, je vais me mouiller un peu, mais de plus en plus, là, je vous le dis, la variabilité de la dépense énergétique, ça va être le déterminant le plus important de la gestion de poids. Donc, vraiment, vraiment, on l'observe à grande échelle au niveau des populations. Chez l'individu convaincu, là, je cumule des données, là, j'ai pas assez de données ramassées dans ce sens-là, mais cliniquement, là, je le vois, là, donc je ne peux pas parler d'un point de vue chercheur, d'un point de vue recherche, là, mais cliniquement, je l'observe, des gens qui ont des journées très, très basses, des journées très, très hautes en termes de dépenses énergétiques. C'est difficile de perdre du poids, c'est difficile de stabiliser le poids une fois qu'il est perdu, c'est tough là, au niveau de l'alimentation. Puis je vais me mouiller un peu plus, je soupçonne que c'est davantage les fluctuations de dépenses énergétiques qui causent une fluctuation au niveau des apports nutritionnels. C'est-à-dire que plus on est variable au niveau de notre dépense énergétique, plus ça va être difficile consommer une quantité adéquate de calories. On va avoir tendance à soit manger beaucoup moins, soit manger beaucoup plus. Puis, dans un environnement qui est très riche en énergie, le manger moins est un peu plus difficile. Donc, on a plus tendance à consommer un peu plus de calories qu'un peu moins. Donc, le fait d'être très variable au niveau de notre dépense énergétique, ça risque d'entraîner un déséquilibre énergétique positif, là, une prise de poids. Donc, j'aimerais bien ça, là, pouvoir faire un projet de recherche là, qui vraiment, vraiment travaille, vise là-dessus, là, à identifier là, un lien entre, c'est simple, là, c'est l'écart type de la dépense énergétique associée à l'activité physique en lien avec la diposité. Donc, moi, j'ai pas mal convaincu qu'il y a quelque chose. Là, plus on a des écarts importants, plus la diposité va être grande ou plus il va y avoir une forme de résistance à la perte de poids. Là, parce que ça vient vraiment brouiller les cartes au niveau de la régulation de l'appétit, au niveau aussi des habitudes de vie. Il y a tellement de variabilité que c'est dur d'avoir quelque chose de constant. Et à ce moment-là, comme on n'est jamais pareil, on a moins de références. Donc, c'est plus difficile de savoir si on bouge un peu plus, un peu moins. Donc, on est toujours dans les extrêmes. Ma mère dirait de la beaucoup dans le toupette. Donc, ça vient difficile de se retrouver puis d'avoir un certain équilibre, une certaine constance. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Donc, moi, cheat day, quelqu'un qui me dit j'en ai besoin, ben
ça amène à des réflexions plus profondes là, au niveau de l'individu. Donc, il faut se poser la question, là, pourquoi tu en as besoin, puis où est-ce que ça va t'amener. Tu sais, qu'est-ce que ça récompense, qu'est-ce que ça gratifie. Tu sais, de façon crue, là, c'est juste de la maudite bouffe, là. C'est juste ça, là. Tu sais, mais on y associe quelque chose de plus. Merci Jean-Philippe. C'est là que ça peut devenir plus difficile à gérer d'un point de vue psychologique, là. Quand ta récompense pour tous tes efforts, ta discipline de la semaine, c'est une dérape dans la bouffe, puis une dérape dans la sédentarité, c'est complètement à l'opposé de ce que tu veux atteindre. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment perdre du poids? Est-ce que tu veux vraiment avoir un six-pack? Tu sais, moi, si tu me demandes si je veux être millionnaire, ben oui, écoute, si ça me donne 1 million, je le prends. Mais est-ce que je suis prêt à faire les efforts pour devenir millionnaire si ça implique faire ci, faire... Mais là, ça, c'est une autre histoire. Alors, tu sais, les gens veulent peut-être avoir un physique optimal, c'est correct, mais est-ce qu'ils sont réellement prêts à faire ce qu'il faut pour avoir ça? Est-ce que la conséquence de leur mode de vie va se traduire par le physique que ces gens-là veulent? Parce que si tu te confortes, tu as beaucoup plus de plaisir dans être écrasé devant la TV, puis boire de l'alcool, puis manger des ailes de poulet, ben, est-ce que c'est compatible? Tu sais, est-ce que... Puis je dis pas qu'un ou l'autre est bon ou pas bon. Je veux dire qu'il y a peut-être une incohérence entre tes objectifs et ce que tu aimes faire dans la vie. Fait qu'il faudrait se poser la question de dire est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Euh, donc, c'est vraiment, vraiment une question super importante à se poser là, quand on a des écarts aussi importants que ça. Parce que moi, j'ai vu des gens vraiment capoté là, à l'idée du samedi puis de leur bouffe au restaurant. Ça allait commencer le samedi matin dans un resto déjeuner populaire où est-ce que c'était le gros repas déjeuner. OK, des fois, ils ne dînaient pas tellement ils prenaient un gros déjeuner, mais c'était parce qu'ils se levaient tard aussi. Fait que ça, il ne faut pas oublier que plus tu te lèves tard, moins tu as d'heures dans ta journée pour bouger. Tu sais, si tu te lèves à 10 heures la fin de semaine, puis la semaine, tu te lèves à 7 heures, ben, c'est 3 heures de moins que tu as à bouger. C'est pas vrai que ces 3 heures de plus là dans le lit à faire snooze sont bénéfiques au niveau de ta récupération. Mettons que tu ne dînes pas parce que, écoute, ton brunch à 11 heures, là, tu as pris pour 2000 calories, fait que tu es correct. Puis là, le soir, c'est la sortie qui va être moyennement arrosée en alcool. Fait que là, 7 calories par millilitre d'alcool, ça rentre. Puis ça, c'est juste pour l'alcool, sans parler des autres calories qui peuvent se retrouver dans les différentes consommations, plus des gros repas de binge. On se ramasse à avoir vraiment là, une orgie de bouffe épouvantable. Et puis les gens attendent ça avec impatience. Puis après ça, ben, l'entraînement puis la diète, c'est comme s'ils allaient puncher au travail pour une job qu'ils n'aiment pas. C'est comme s'ils s'en allaient là, travailler dans une mine de diamants en Afrique là, avec le gun sur la tempe. Là. Si c'est ça, t'entraîner puis manger comme entre guillemets il faudrait, ben, ça m'a pas l'air d'être quelque chose qui te passionne puis que tu aimes faire. Donc, il faudrait peut-être repenser là, à la cohérence dans tes objectifs et ton mode de vie parce que l'écart entre ce que tu veux et ce que tu es prêt à faire, il y a du chemin à faire entre les deux. Là. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je demeure disponible encore quelques instants pour les questions. Encore une fois, si vous avez des sujets, des thématiques, si c'est dans mes champs de compétences ou si je peux trouver des articles intéressants, ça va me faire plaisir d'aller fouiller et d'essayer de présenter quelque chose. Je me souviens plus qui m'avait parlé encore de l'histamine avec la COVID. Là, je n'avais parlé aussi la semaine passée. Je travaille là-dessus, j'ai de la misère à trouver des papiers, puis c'est tough. Là, c'est vraiment pas dans mon champ d'expertise. Fait que j'ai trouvé un papier, puis je saignais du nez un petit peu en le lisant, donc c'était pas évident. Mais sinon, n'hésitez pas, là, prenez une chance, envoyez-moi ça. Puis si je suis en mesure d'y répondre, là, ça va me faire plaisir là, de m'aventurer là-dessus. Salut Camille. Donc, quand tu parles de variabilité de la dépense énergétique, as-tu observé des ratios jour plus actifs versus moins actifs? Hey, là, je vais avoir l'air du gars préparé. Hein. Écoute, je te sors ça à l'instant. Juste pour le fun. Donc, si on regarde, je me suis amusé à comparer, à sortir des données, comparer juste dans la même lignée, là,
des moments d'entraînement, un petit peu, avec des jours de repos. Fait que juste pour le fun. Donc, tu vois, Camille, juste donner une idée là, en termes de variabilité, je me suis fait 2 groupes. Donc, un groupe que lorsqu'ils s'entraînent, c'est des gens qui, dans le fond, en gros, les gens ça fait en sorte qu'ils ne bougent pas plus les journées qu'ils s'entraînent. Fait qu'on a des gens que les journées qu'ils s'entraînent, il y a une diminution de leur activité physique. OK? Puis, j'ai, mettons, sur à peu près là-dessus, j'ai, mettons, 130, 140 participants. Et ce qui est, c'est assez intriguant. Je veux ajouter la variabilité là-dessus, mais juste pour vous donner une idée au niveau de l'activité physique, là, il n'y a presque pas de différence entre les gens qui ne réussissent pas à augmenter leurs dépenses énergétiques euh, versus des gens qui sont plus constants. La seule différence qu'on va observer, c'est sur les calories totales jusqu'à présent. Donc, ça pourrait avoir un impact sur le poids. Donc, je ne sais pas si c'est clair, là. J'ai sorti ça cet après-midi, là, mais disons que les gens qui vont moins bouger les journées qui s'entraînent, présentement, il y a à peu près une petite différence qui est non significative, à peu près un 3 kg de gras de plus en moyenne, puis pour à peu près un même poids. Et ensuite de ça, c'est vraiment au niveau de la dépense énergétique totale qu'il y a une différence, une petite différence au niveau de l'activité physique vigoureuse, mais il faut vraiment que j'aille explorer avec plus de données pour voir l'étendue, vraiment l'écart entre le minimum et le maximum. Puis il faudrait que je fouille aussi un petit peu plus pour trouver les bons tests statistiques. Donc je sais que ce n'est pas nécessairement ce qui passionne les gens, là, mais essayer de trouver une bonne façon de faire ressortir ça. Fait que, donc c'est ça. Fait que Camille, je dirais que les écarts, là, présentement, le seul ratio que j'ai, jour plus actif versus jour moins actif, c'est juste jour entraînement versus jour non-entraînement, là, jour de repos que j'ai pu regarder. Mais éventuellement, je vais essayer de pousser l'analyse un petit peu plus loin. Là, je soupçonne aussi qu'il y a un ratio jour de travail, jour de congé qui pourrait être intéressant. Hey, salut Steve. Donc, un cheat meal par semaine me semble être raisonnable. Si ça te fait plaisir, ça t'apporte une certaine motivation. Ben, oui puis non. Tu sais, ça dépend de la nature du cheat meal. Tu sais, j'ai vu des gens faire des cheat meals où est-ce que, ben, ils se prenaient une salade avec un peu de vinaigrette, puis, tu sais, un verre de vin, littéralement un verre de vin. Tu te dis, ben, moi, j'appelle ça un repas normal. Tu sais, j'appelle pas ça un cheat meal. Tu sais, fait qu'il faut voir la définition du cheat meal. Dans l'étude que je mentionnais, là, tu sais, un cheat meal, qui observait ses photos en faisant l'analyse nutritionnelle, est-ce qu'il voyait ses photos, c'était entre 1000 et 9000 calories pour un repas. T'sais, fait que, mettons que 1000 calories un repas, c'est quand même pas mal. C'est facilement la moitié des besoins énergétiques d'un individu de poids normal. Ben c'est ça, tu vois, le sushi, c'est intéressant parce que le sushi, bon, ça dépend des sushis, mais dans l'ensemble, le sushi, ça va être quand même riche en glucides. Donc, c'est un petit peu moins riche en protéines, moins riche en gras. Donc, pour une quantité raisonnable de sushi, on pourrait possiblement aller chercher l'avantage au niveau des réserves de glycogène. Donc, on pourrait chercher à renouveler les réserves de glycogène, mais à ce moment-là, il faut être cohérent avec l'entraînement qu'il y a eu dans la semaine. Est-ce que c'est un entraînement qui a fait en sorte que les réserves de glycogène sont hypothéquées, sont basses? C'est quelqu'un qui s'entraîne en musculation, qui pousse moyennement, tu sais comme moi, là, les réserves de glycogène, ça ne sera pas flat. Là. Donc, le fait d'aller chercher un 9000 calories de sushi, je ne sais pas ce que ça va donner. Ben, tu vois, Steve, c'est un exemple, tu faisais ça dans tes préparations en bodybuilding, tu sais, mais en bodybuilding, par exemple, en fin de parcours, là, où est-ce qu'il y a une énorme restriction calorique, puis tu vas jouer sur la teneur en eau du muscle, la teneur en glycogène du muscle, bien, le fait d'avoir un repas riche en glucides, ça peut favoriser le renouvellement du glycogène au niveau des muscles. Fait que ça pourrait être intéressant, là, mais tu sais, c'est vraiment au niveau faut que tu aies un épuisement des réserves de glycogène. C'est juste une diète mixte que tu vas faire avec une restriction calorique pendant ta semaine, ben écoute, tu vas peut-être augmenter un peu tes réserves de glycogène, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas arracher les poids le lundi puis tu vas être déchaîné.
Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Puis, c'est plus facile de tomber dans l'excès que de consommer la quantité nécessaire et adéquate. Alors, c'est là que c'est la problématique, là. Alexandre, pour repartir certaines hormones qui auraient diminué, une longue privation calorique, ben, c'est surtout la leptine qui va jouer là-dessus. Fait que, comme je le mentionnais, la leptine, Alexandre, je ne sais pas si tu étais là au début, mais ça ne joue pas tant que ça. Tu sais, les variations de 30%, euh, je- je- ça dépend d'où tu pars avec ta leptine, jusqu'où elle monte, mais c'est pas si clair que ça. Et surtout, lorsqu'on va parler de repartir, c'est parce que la leptine, elle va jouer sur la dépense énergétique associée au métabolisme de repos. Donc, ça va être un élément dans le ralentissement du métabolisme de repos suite à une restriction calorique importante. Donc, lorsqu'on va avoir une longue privation calorique, donc si on parle de semaines, puis qu'on se réalimente une journée, ça ne sera pas suffisant pour repartir de façon durable. Donc, le fait d'avoir ça, la dépense énergétique au repos, elle ne repartira pas. Puis même si elle part, ben, elle va partir, comme je le disais en le calculant, écoute, on va être bien généreux, c'est une centaine de calories. Puis pour faire une boucle avec ça, je vous disais qu'une journée où est-ce que les gens bougeaient moins, leur journée hypocalorique et bien souvent leur journée de cheat meal, ben c'était 368 calories de moins en activité physique. Fait que quand même que tu repars ton métabolisme puis tu te jumps de 100 calories, puis 100 calories, c'est sûr que c'est plus que ce que ça va repartir, ben tu as une drop de 368 parce que tu bouges moins cette journée-là. Fait que pas convaincu que ça va repartir certaines hormones. Puis l'effet aigu, j'ai rien trouvé au niveau des données jusqu'à combien ça pouvait augmenter la leptine. Donc vraiment en 24 heures, là, de combien ça bougeait. Je l'ai vu sur des gens qui mentionnaient un petit peu comme toi, là, ben, si tu fais un cheat meal, ça repart ton métabolisme. Puis c'était des études en référence qu'il y avait eu 6 mois de restriction calorique, puis après ça, il y avait eu 4 semaines de réalimentation. Puis après ça, il remarquait qu'effectivement, la leptine avait augmenté de 30%. Mais c'est pas pantoute un patron de cheat meal. Là. Tu parles de, mettons, 6 mois de restriction, puis 4 semaines de réalimentation. C'est pas 5 jours de restriction, 1 à 2 journées de cheat, 5 jours de restriction. Donc, ce pattern-là exact ne semble pas avoir été étudié précisément. Donc, c'est peu probable que ça ait un effet durable au niveau là, de jump-starter les hormones comme telles. Puis l'autre effet qu'on va avoir, même si ça jump-startait les hormones, mettons, puis c'était merveilleux, l'activité physique qui diminue en phase de restriction calorique, c'est pas parce que tu jump-start ta leptine que systématiquement ton activité physique va monter. Puis ça, c'est une perte de dépense énergétique qui est fort probablement de beaucoup supérieure à ce qui peut affecter le métabolisme de repos. Donc, tu es plus dans le trouble. Là, fait que c'est ça qu'il faut faire attention. D'autres questions? Camille, globalement, on cherche à limiter le plus possible les variabilités tant au niveau de la dépense qu'au niveau de l'apport. Exact. Puis, là-dessus, je vais apporter une nuance. Variabilité ne veut pas dire monotonie. Par variabilité, c'est en termes quantitatifs. Au niveau de la diversité nutritionnelle, je crois que c'est là la clé. Donc, je pense que le challenge, c'est d'avoir la plus grande diversité nutritionnelle avec le moins de variabilité en termes d'apport énergétique et d'apport en macronutriments. Je pense que ça, c'est vraiment une approche là, qui est gagnante, qui est difficile parce que ben, faut avoir une certaine connaissance en nutrition pour être capable de faire les choix puis que ça s'équivale un peu. Donc, il y a un volet d'éducation qui est quand même important. Mais je pense que c'est ça, c'est exactement comme tu le mentionnes. Là. On veut réduire les écarts entre les moins et les plus, tant au niveau de l'apport qu'au niveau de la dépense, mais c'est pas synonyme d'une vie plate. Tu sais, si une journée tu dépenses 800 calories dans un cours de spinning, c'est super. Puis une autre journée, tu dépenses 800 calories à aller faire de l'observation d'oiseaux sur le mont Saint-Hilaire, ben ça s'équivaut, là. Pas nécessairement au niveau de la condition physique, pas au niveau
du plaisir que tu peux avoir ou de l'aspect social que tu peux avoir, mais en termes quantitatif, si on veut, bien, si à la fin de ta journée, tu as à peu près la même dépense énergétique, mais en ayant fait des activités très différentes en termes d'intensité et de durée, pas juste d'exercice, mais vraiment des activités physiques, ça devient très intéressant. Sauf que c'est ça, faut que tu t'intéresses à ce que tu fais, il faut que tu t'intéresses à ce que tu manges et il faut que tu sois conscient de ce que tu fais et conscient de ce que tu manges. Donc ça, je sais que c'est probablement le plus gros frein à cette approche-là, la plus grosse difficulté parce que ben, c'est dur connaître et savoir ce qu'on fait et ce qu'on mange. Être conscient de ça, c'est vraiment pas évident. Il y a des outils de plus en plus, mais c'est encore, je dirais, embryonnaire, là, mais j'y crois fortement, là, et j'insiste sur le terme j'y crois parce que j'ai pas encore suffisamment de données pour appuyer ça, puis j'aurais probablement pas les ressources pour colliger suffisamment de données pour démontrer ça hors de tout doute. Mais je pense que c'est une avenue qui est vraiment intéressante à explorer, dont les effets négatifs sont, moi je trouve qu'ils ne sont pas réellement là. Les effets négatifs, c'est ben, il faut que tu donnes un peu plus de troubles pour connaître ce que tu manges, pour peut-être apprendre à cuisiner différentes affaires. Il va peut-être falloir que tu donnes un peu plus de troubles pour trouver différentes activités à faire en famille, seul, etc. Donc, oui, c'est du trouble, mais je me dis, c'est pas un lavement barité là, comme trouble. Là, y a pire que ça dans la vie. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine là, de chercher à mettre de l'avant là, cette stratégie-là. Good. Eh bien, sur ce, super gros merci pour vos questions, c'était le fun. C'est extrêmement agréable d'échanger avec vous en live. Donc, l'ensemble des podcasts ben, sont disponibles sur le site de drkin.com dans la section balado. Également disponible sur Amazon, Apple, Google, Spotify, c'est là. Donc, vous pouvez les réécouter si vous voulez. Et encore une fois, je réitère mon invitation. Si vous avez des suggestions, des sujets, allez-y, là, balancez-moi ça, soit via la page du Dr. Kin sur Facebook ou encore drkin.com. Donc, merci à tout le monde, super apprécié. Puis, ben, on se reparle la semaine prochaine.